Bonjour tout le monde et bienvenue sur le bar à prompt. Alors par solidarité avec David, je me suis mis à marcher sur mon tapis de course. David est dans un milieu beaucoup plus agréable que le mien. Il n'est pas au bureau, il est dehors. Bonjour David. Bonjour Gauthier, je te remercie de m'avoir invité. Alors je suis ravi d'avoir David Maniz avec moi aujourd'hui pour le podcast du bar à prompt. David, vous ne le connaissez peut-être pas dans le monde de l'intelligence artificielle, mais il est évidemment connu pour un énorme travail sur le rapport à la nature, les techniques de survie, la vie sauvage, et puis bien l'anthropologie et tellement d'autres choses, puisque je me rappelle que quand j'avais 16 ans, je lisais déjà les publications de David. Mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. C'était il y a Surtout moi du coup. J'étais tout adolescent et quand je m'intéressais aux techniques de survie en forêt, je tombais sur le forum de David Maniz. Je suis Yes. absolument ravi du coup qu'on parle de ça. Alors, ce qui m'intéressera, ce sera de parler aujourd'hui du rapport à la technologie et du rapport à l'absence de technologie. Voilà, ma femme aime bien une discussion comme ça entre deux concepts philosophiques, le pouvoir et la puissance. Mm. Euh, le pouvoir, c'est le fait de dépendre de la technologie pour faire des choses. La puissance, c'est de développer ses capacités pour le faire soi-même. Et très souvent, l'accession au pouvoir nécessite de renoncer à une partie de sa puissance personnelle, ou en tout cas de s'anesthésier un petit peu et ne plus savoir lire une carte, effectivement. Savoir utiliser le GPS et ne plus savoir lire une carte, par exemple, peut être un problème dans une société de gens qui réfléchissent peut-être moins parce qu'ils sont dépendants des technologies. Bref, on va parler de ça avec David. Est-ce que tu veux te présenter pour la partie de mon public IA qui ne te connaît pas et qui ne sait pas encore qui tu es? Carrément. Alors, en gros, pour faire court, j'enseigne aux gens à mourir moins souvent, de plein de manières, soit que ça soit dans la nature en faisant des stages de survie de nature, pour les randonneurs, pêcheurs, chasseurs, voyageurs, trekkers, photographes, bref, tous les gens qui sont dans la nature de manière un peu engagée et qui veulent revenir vivants. Je fais aussi des stages de premiers secours, plus ou moins engagés. Je fais des stages aussi de self-défense, enfin plutôt protection personnelle parce que c'est plutôt une approche préventive que j'applique. Et puis, de fil en aiguille, je me suis évidemment intéressé à la survie plus à long terme, aux enjeux civilisationnels, aux enjeux, plus stratégiques et du coup, je me retrouve à bosser beaucoup, sur des enfin, sur des axes plus stratégiques et plus les grands ensembles. Et je développe une approche qui se veut un petit peu plus scientifique, que j'ai surnommée la survivologie faute de mieux et qui est l'étude de comment les systèmes globalement survivent, que ça soit un système humain à petite échelle dans la nature ou que ça soit une civilisation ou tout ce qui se trouve entre les 2. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et je crois que tu as aussi un passif en anthropologie au niveau universitaire. Ouais, de formation, je suis anthropologue et aussi un peu journaleux, j'ai jamais bossé concrètement en anthropologie. Par contre, ça m'a permis de réfléchir, de manière adéquate à pourquoi je suis aussi pauvre et pourquoi le monde, part en sucette, mais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on va y revenir pendant cette discussion. Et alors, du coup, ton rapport avec l'intelligence artificielle, parce que là, par exemple, nous sommes avec toi en forêt, du coup, tu peux marcher un petit peu. Toi, Mmh. comment tu as vécu l'avènement là, des IA génératives? C'est-à-dire, j'imagine que tu étais déjà au courant que l'IA existait avant, mais il y a eu le boom un peu après le Covid, il y a eu l'explosion des demandes sur ChatGPT et d'autres outils. Ouais. Ça y est, c'est devenu un truc que personne n'avait prévu. Dans les années 2015, si on avait dit aux gens, bah, dans 10 ans, tu auras un assistant qui sait tout sur tout et qui parfois peut se tromper, le truc des films de science-fiction est à peu près là, on n'est pas très très loin. Ouais. Mais pourtant, à côté de ça, on roule encore au diesel à côté. La plupart des gens n'auraient pas cru que c'était possible. Comment toi, tu l'as vécu à ce moment-là déjà? Et ben, moi, je l'ai vécu de la même manière que j'ai vécu l'arrivée du GPS, que j'ai vécu l'arrivée de plein d'outils comme ça qui, comme tous les outils, deviennent, si on fait pas attention, une sorte de prothèse et nous, heu, vont facilement atrophier, si on le laisse faire, nos capacités propres. On parlait tout à l'heure du fait que quand on a eu les GPS, on a oublié comment lire des cartes. Aujourd'hui, comme on a des trucs qui savent écrire, traduire, penser, coder, enfin penser, c'est un bien grand mot, mais qui savent, donner l'impression et faire, faire acte de quelque chose qui ressemble à de l'intelligence, et ben, on a tendance à s'appuyer dessus beaucoup et aujourd'hui, je vois
beaucoup de jeunes, notamment quand je bosse dans des facs, je vois les étudiants qui s'appuient énormément sur l'IA, mais vraiment énormément et massivement et qui, deviennent vraiment médiocres, en rédaction, enfin, ils ont vraiment perdu beaucoup de capacités qui, moi, me semblent assez indispensables à préserver, ne serait-ce que la capacité de faire une recherche par eux-mêmes. Parce que l'IA fait tout pour eux et du coup, ils vont demander avec leur assistant dans la poche, comme si c'était leur maman, «Est-ce que je mets un pull ou pas?» Tu vois? Mais sérieusement, hein. Je suis un peu horrifié, et en même temps, je pense qu'il y a un effet de mode aussi, un effet de nouveauté et que les gens vont se réadapter ou peut-être revenir un peu en arrière ou pas, mais bon, il y aura les Amish de l'IA, tu vois? Qui refuseront la nouvelle technologie et qui voudront pas, rentrer dans le système industriel comme les Amish ou alors il y aura, peut-être des espèces de tentatives de faire une discipline autour de ça et de garder ses facultés propres pour pas dépendre de l'IA, quoi. Parce que c'est un vrai enjeu, je pense. Ce que tu me dis là, ça me rappelle là une étude que j'ai vue du MIT là qui montrait que bon bah grosso modo, alors évidemment beaucoup de gens l'ont titré un peu de manière agressive en disant ah il y a ChatGPT détruit votre cerveau et c'est pire que ce que Oui, vous oui. pensiez. Ce que j'avais lu de ce papier, c'est qu'en gros, les gens ne se souvenaient pas du tout de ce qu'ils avaient fait avec ChatGPT, alors qu'avec Google, ils s'en souvenaient un peu et à la main, ils s'en souvenaient beaucoup. Mais en Ouais, fait, ce que je comprends, c'est que si on pose des questions à l'IA et qu'on cherche réellement à comprendre la question et qu'on le fait pas par-dessus la jambe, ça marche déjà mieux. Mais bien sûr. est-ce qu'il y a C'est un d'autres. c'est une Ouais, bah, question de rapport à l'outil, en fait et tout comme le GPS, bah, moi, je m'en sers à fond, mais je m'en sers d'autant mieux que je sais ne pas l'utiliser, tu vois? Je pense qu'il y a aussi ceux qui savent se passer de l'IA, qui savent, du coup, de facto, mieux utiliser l'IA parce qu'ils ont des habitudes de pensée, une rigueur, une capacité à détecter les erreurs, une, heu, une méthode logique, tu vois? Qui fait la différence, en fait. bah, c'est marrant, l'autre jour, tu sais, j'étais aux champignons avec ma belle-mère et ma femme, donc on a fait une énorme côte de bœuf avec des champignons, et souvenir de la dernière fois qu'on a mangé une côte de bœuf, toi et moi, mais Mmh. je regardais, du coup, je m'amusais à regarder sur ChatGPT. Alors, il a reconnu la russule, il a reconnu la manite rougeoyante, tout ça, ok, bien. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et puis, j'ai vu, en fait, du coup, en cherchant un peu divers trucs sur le net, qu'apparemment, bah, il y a de plus en plus de gens qui utilisent, du coup, de l'IA générative pour reconnaître les champignons. Et du coup, on a plein de gens qui sont maintenant blessés, enfin, qui tombent malades parce qu'ils ont bouffé des champignons qu'ils n'ont pas reconnus. Et en Ouais, fait, c'est intéressant parce que de base, ces gens-là n'auraient jamais eu l'arrogance de penser qu'ils pouvaient reconnaître un champignon en forêt s'ils n'avaient c'est pas ça, ouais. utilisé l'IA. Donc, l'IA leur permet de reconnaître mieux les champignons qu'un type qui a vaguement lu un livre, mais qui sait pas plus que ça reconnaître les champis. Mais à cause de ça, on a de plus en plus de gens qui essayent. Est-ce que toi, tu as déjà vu ça, du coup, en survie, dans tes stages, des gens qui commencent déjà à faire ce genre d'erreur? Alors, oui, hem et surtout, j'ai des fois des gens qui me disent: «Ouais, mais bon, si je suis perdu, je demande à ChatGPT quoi faire», tu vois? Je te promets, hein d'ailleurs, c'était un de mes projets l'an dernier, il y a 2 ans avec un pote. On voulait créer un assistant, IA qui tourne en local et qui permette de servir d'assistant en cas de situation de crise ou de catastrophe ou de survie très, très vite, moi, j'ai vu les limites de l'outil parce qu'il peut, très, très bien quand on lui donne tous les bons paramètres et qu'on fait un pré-prompt de l'espace, on peut, avoir quelque chose qui ressemble, quand même pas mal à de l'intelligence et à une forme de capacité à poser des bonnes questions et poser des bons choix. Mais dès qu'on sort de ces paramètres, il est pas capable d'intelligence, en fait. Il est pas capable de s'adapter à autre chose que ces paramètres-là et du coup, très, très vite, on se retrouve avec des situations, quand on le teste vraiment, où ça marche pas, en fait. Où le modèle, même s'il y avait, on a carrément loué des instances énormes pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire parce que c'est extrêmement gourmand en ressources, évidemment, ces trucs même les plus gros modèles qu'on a fait tourner, ben, ils étaient moins bons que moi, hein, vraiment largement, tu vois? Bon, alors ça j'ai envie de te dire, il y a beaucoup d'humains qui seraient moins bons que toi en survie, probablement aussi. Mais alors, du coup, est-ce que tu as des exemples de trucs vraiment absurdes que l'IA aurait pu Ouais. balancer? Ouais, ouais, genre, ben, OK, je suis dans mon igloo, j'ai construit mon igloo, il m'a expliqué comment faire et tout, super. Je suis sur la banquise, hein, j'ai posé un contexte comme ça. Je suis sur la banquise, je suis dans mon igloo, et je lui dis: «Et là, j'ai encore froid, qu'est-ce que je fais?» Il me dit: «Bah, allume un feu dans l'abri», tu vois?
Et là, tu es en mode: «Ouais, mais non», parce que tu vois, allumer un feu dans un igloo, déjà, bah, je vais mourir étouffé dans la fumée. Deuxièmement, ça va fondre et ça va dégouliner sur moi et ça va éteindre le feu. Et troisièmement, sur la banquise, accessoirement, il y a pas de bois, tu vois? Mais bon, peut-être trop petits détails, quoi. Oui, c'est déjà un truc. On n'est même pas sur. Ah, il s'est trompé sur la manière de faire le meilleur nœud pour Ouais. sécuriser ton tarp. On est sur des trucs beaucoup plus problématiques, quoi. Mais en fait, c'est surtout c'est souvent à ces endroits, entre guillemets «évidents» pour nous que l'IA se plante le plus. Heu et hem ben, on peut le tourner comme on veut, elle n'est pas intelligente au sens intelligence de l'intelligence humaine, elle est intelligente au sens intelligence de la CIA, ce qui vaut pas grand-chose dans l'absolu, tu vois? Et tu vois? Parce que Central Intelligence Agency, c'est l'intelligence avec l'ennemi, tu vois? C'est l'intelligence, genre je fais du renseignement et je c'est ce genre d'intelligence-là dont on parle. Oui, c'est comme quand on dit je fais de la business intelligence dans le truc du marketing. Oui, je suis un agrégateur de données et je fais des Voilà, régressions linéaires. Mais voilà et c'est ça, pour ça, vraiment l'IA est très, très performante, pour peu qu'on lui donne les bonnes consignes et cetera, mais pour le reste, quand il s'agit de faire un raisonnement complexe, de changer, de comprendre tout de suite qui et implicitement qu'on a changé de paramètres et cetera, ben, c'est compliqué. oui, et puis ça nous amène du coup à des questions de capacité à prendre des décisions une fois que les paramètres ont changé très rapidement, parce que tu C'est n'auras ça, même pas le temps de lui réexpliquer la situation. c'est ça. Est-ce que ça servirait par exemple pour des gens qui feraient de la checklist ou des choses comme ça? Parce que tu vois, moi par exemple, quand je fais de la plongée sous-marine, je vois qu'il y a des tas de trucs où ils m'inquiètent un peu. C'est-à-dire, des fois, je fais des calculs de gaz et de mix, et puis bon, je m'amuse des fois à lui dire, tiens, voilà ce que j'ai prévu pour cette plongée, j'ai recycleur 1, voilà, et puis machin, il va prendre un deuxième recycleur à côté, et puis voilà les mélanges gazeux qu'on a. Et à la fin, t'as l'IA nous fait des calculs et on se dit putain là il y aurait eu un mort quoi. Là, il va respirer une quantité d'oxygène qui fera une crise d'épilepsie à 120 mètres. Ouais bravo. Enfin, est-ce que toi t'as déjà vu ce genre de truc même en prépa pour des gens qui feraient du Ouais, ouais. trail? Oui et puis, tu vois en fait, l'IA fait des erreurs, c'est ce qu'on commence à comprendre et que, et c'est un peu une déception, beaucoup, tu vois, pour plein de gens. L'IA, c'est un outil et si on l'utilise mal, forcément, elle fonctionnera pas bien et il faut être capable d'avoir des attentes mesurées, je pense, avec l'IA et de savoir bien l'utiliser. Bien utiliser, évidemment, c'est un gain de temps et ça permet énormément, mais vraiment énormément de fluidité, de facilité dans plein de process et dans plein de tâches un peu redondantes. Mais moi, personnellement, j'utilise l'IA comme le stagiaire, tu vois? Heu, je la je lui donne des consignes ultra claires, je la cadre bien, j'attends, je lui explique ce que je veux, ce que j'attends, mes objectifs, les limites de son action et cetera et à partir de là, je vérifie tout ce qu'elle fait. Donc c'est moins un gain de temps que ce que j'aurais voulu, mais quand même, ça me fait gagner du temps. Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que cette utilisation un peu, j'ai envie de dire équilibrée de l'IA, de facto nous oblige à garder un peu nos ressources propres en termes de réflexion, en termes de stratégie, en termes d'élaboration de processus, en termes de plein de choses. Et du coup, je trouve que, c'est pas si c'est bien utilisé, c'est pas un danger pour notre cerveau justement. C'est un assistant et cet assistant, doit pas nous faire de nous des assistés. C'est vraiment on l'utilise comme un outil et en gardant en tête que c'est que ça, quoi. Et toi, ça t'amène à constater ce genre d'usage? Parce que bon, je sais que toi, dans tes communautés, en général, je vois des gens plutôt débrouillards. En général, quand je traîne sur tes réseaux, je vois souvent que les gens sont plutôt débrouillards, ont l'habitude en fait, ils ont l'habitude de se démerder parce que sinon, ils le paieraient de leur vie dans un environnement sauvage. Et en général, on voit que dans le civil, une fois qu'ils sont sortis, c'est des gens qui ont plutôt une débrouillardise aussi, même quand ils Ouais, sont en ville. Est-ce que tu vois du coup dans tes réseaux des gens utiliser déjà ça avec une hybridation, un ouais, assistant sans être assisté, quoi? ouais, ouais, tout à fait et puis tu as vraiment plein de gens qui sont, par principe, tu vois, par principe, n'ont pas envie d'être dépendants. Je crois que c'est une posture, en fait et que, ce principe d'indépendance qui est cher à leur cœur, fait qu'ils utilisent l'IA. Alors fait que déjà plein d'entre eux rejettent l'IA, ce qui est un peu dommage et fait que de nombreux d'entre eux, utilisent l'IA avec beaucoup de recul et du coup, se laissent pas aller, en fait, dans cette dépendance.
Mais c'est un choix personnel, en fait. C'est vraiment, tu peux le tourner comme tu veux, heu, c'est vraiment quelque chose qui est, plus de l'ordre de l'éthique et des valeurs et d'une manière de fonctionner et d'un rapport au monde que de la technique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc là, comme souvent sur la petite pyramide là, la pyramide que tu publies parfois, le mindset, l'état d'esprit compte d'abord, ensuite quelques compétences, puis ensuite à la fin le matos. Ouais, c'est ça. C'est ça et tu vois, j'ai plein d'anecdotes, heu, en dehors de l'IA, hein. J'ai plein d'anecdotes de moments où on s'est appuyé sur la technologie et qu'on n'aurait pas dû et où on a dû faire appel à des vieux de la vieille qui savaient faire sans, tu vois? Par exemple, dans le triangle des Bermudes, il y a ça fait un bail, c'était en 91, première guerre du Golfe. Il y avait un voilier qui était en perdition et les secours le cherchaient, sauf que l'armée américaine, en 91, a décalé le système GPS pour la première guerre du Golfe et du coup, tous les GPS de la planète étaient faux. Résultat des courses, ils trouvaient plus le bateau qui donnait sa position GPS, mais ça correspondait à rien et du coup, ils ont récupéré un équipage de 3 papys qui avaient fait la guerre du Vietnam et qui avaient l'habitude de naviguer au sextant et machin et tout ça en avion, et ils leur ont dit, «Bah, ouais, si vous voulez, on peut vous amener sur le point, il y a pas de problème». Je veux dire: «Vous êtes cons ou quoi?» tu vois? Et donc ils ont pris les compas, les machins, ils ont pris la carte et puis ils ont pris un azimut, ils ont tracé, ils sont arrivés pile sur le bateau et du coup, ils ont largué du matos, bien pris la position et après ils ont guidé un bateau en volant, tu vois, presque vers le haut pour pas décrocher, tu vois? Ils ont guidé un bateau jusqu'à eux. Sinon ils étaient perdus, tu vois? Passionnant. Ça me fait penser à cette anecdote des vieux, des Old Bastards, qui était un régiment de conscrits américains pendant la guerre du Vietnam. Et comme les mecs, enfin, le régiment au début disait, mais vous nous envoyez des vieux, des quinquagénaires, s'ils vont jamais tenir. Puis en fait, les mecs étaient tellement débrouillards que Bah ouais, bien sûr. ce qu'ils avaient plus en physique, ils le compensaient en expérience, quoi. Et Bah ouais. tu as d'autres anecdotes comme ça, d'exemples enfin, du fait que la dépendance à la technologie fait que les gens étaient totalement perdus une fois que la machine était éteinte. Ben ouais, on en a plein et puis, tu vois, ne serait-ce que le GPS aujourd'hui, plein de gens, disent: «Ah ouais, désolé, je suis arrivé en retard, le GPS m'a largué», tu vois? Et enfin, il suffit que le GPS capte pas bien, ou alors que le téléphone tombe en rade ou n'importe quoi et les gens ils sont perdus quoi, vraiment. J'ai un j'ai le fils d'un pote qui était en Thaïlande en voyage et il avait tout sur son téléphone, absolument tout. Sa carte bleue, son billet d'avion, enfin toute sa vie, ses contacts, absolument tout sur son téléphone. Et puis, bah, quand on est en vacances en Thaïlande, on connaît personne, tu vois? C'est un peu si tu pas d'argent et que tu pas de contact et que tu sais pas quoi faire et du coup, il s'est fait voler son téléphone évidemment. Résultat des courses, fort heureusement, enfin son père a une entreprise et du coup, il allait dans un café internet, demander, à accéder à internet. Il a trouvé le numéro de téléphone sur internet de son père. Il a négocié avec quelqu'un pour prendre son téléphone pour téléphoner à son père, qui du coup, tu vois, s'est foutu de sa gueule et il a dit: «Bah, écoute, ça tombe bien, j'ai un pote qui a un camp de boxe thaï, juste à côté de où tu là, donc tu vas aller là-bas pendant le reste de ton voyage, donc encore un mois. Par contre, le deal, c'est qu'il va falloir que tu fasses de la boxe thaï». Et donc, J'adore. et donc il a fait un camp de boxe thaï d'1 mois, hyper dur, tu vois, avec les thaïs, les jeunes thaïs qui ont le démon, tu vois? Donc il a senti sa douleur. C'est bien, tu voulais donner des tips, tu vas prendre des tips, c'est mieux que ça, oui. Voilà. Mais c'est pas mal, remarque, c'est une belle histoire initiatique de bah tiens, ça va te mettre du plomb dans l'aile, gamin. Et il est ressorti probablement plus connecté à la Terre, si je puis dire. Ah bah, ça, pour être connecté à la Terre, il a vu souvent la Terre d'ailleurs, hein. Je pense qu'il a été couché, de nombreuses reprises, mais bon, c'est le jeu, quoi. C'est marrant, tu sais. Alors moi je suis né de parents qui étaient psychiatres et mon père, lui, il a fait d'abord des études de lettres et des mathématiques parce il a passé son bac très jeune. Donc, Ouais, bon, bah, avant qu'il ait le droit de rentrer en médecine, il a fait des études comme ça. Et à un moment, il m'a dit, bah, on faisait un stage à la ferme et en fait,
Bah, quand il est revenu du stage à la ferme, il avait été un peu transformé et je me rappelle de mon vieux père qui me disait, mais en fait, est-ce que tu réalises dans notre milieu social ce que c'est que d'être capable de coller une patate à quelqu'un? Enfin, il disait un coup de poing, mais voilà, de mettre une patate dans la bouche d'un gars quand t'as l'habitude quand t'as une vache qui te grogne dessus ou un chien de ferme et que juste tu poses ta limite. En fait, la plupart des gens de milieu intellectuel ne savent pas faire ça et voilà, je trouve ça intéressant la transformation qu'on peut avoir à faire des trucs très très physiques là-dessus. Ah, je ne te vois Ouais. plus, David. Ah bon? Oui, Attends. Et là? ça y est, je te vois à nouveau. Désolé, j'ai dû accrocher un bouton en passant dans les genêts. Tout va bien. Je ne couperai même pas ça rajoute à l'authenticité de ta belle promenade. Et du coup, alors ça c'est intéressant. Et parce que moi, il y a un truc qui me fait marrer souvent, c'est quand je vois beaucoup de gens déconnectés du corps avec Ouais. la technologie. Notamment, je vois énormément de gens qui adorent faire de la randonnée. Et en fait, ce qu'ils appellent randonnée, souvent, c'est aller dans un parc ou dans juste l'entrée de la forêt de Fontainebleau en région parisienne. Et puis, ce qui est magnifique, d'ailleurs, c'est très beau. Mais souvent, le rapport au corps et la quantité la distance parcourue a vraiment diminué pour les gens qui disent viens, on va se promener en forêt. Et j'ai Mm. l'impression qu'avec le rapport à l'IA, ça risque d'être encore plus compliqué parce que la plupart des gens n'auront même pas envie en fait d'expérimenter certains trucs. Ouais. Est-ce que tu as déjà Ouais, vu ouais. ce genre de tendance déjà? Pas vraiment, parce que bon, j'habite à la campagne et puis, ben, autour de moi, il y a surtout des gens qui aiment bien faire des trucs concrets, tu vois? Ce que je vois, c'est alors je confirme ton analyse et les tendances et les gens marchent beaucoup moins. Je me rappelle qu'au début des stages de survie, quand on faisait des stages, vie sauvage et qui étaient plutôt axés rando, bah, on pouvait marcher, 10 bornes par jour, 15 bornes par jour sans problème, tu vois? C'était pas inaccessible pour la moyenne des gens. Aujourd'hui, c'est plus vrai, tu vois? On a les gens qui sont, en mauvaise condition physique, qui sont, pas du tout habitués à être dehors, qui ont, une espèce de ouais, une déconnexion du corps et vraiment un gros centrage sur le mental qui fait qu'ils sont, moins, à l'aise dans le concret, tu vois? Dans le fait de marcher longtemps, dans le fait de gérer le terrain un peu escarpé, et le bon sens de base, j'ai envie de dire, mais qui s'apprend, parce que c'est pas inné, en fait, c'est acquis et que cette acquisition n'a pas pu se faire dans l'enfance. Je voyais, c'était quoi? L'été dernier, je crois. On avait, 3 petits bruxellois en vacances ici, qui ont grandi dans un appart, tu vois? C'est des enfants d'intérieur. Comme tu as des chiens d'intérieur, maintenant tu as des enfants d'intérieur, tu vois? Et ils ont jamais, été vraiment dehors, tu vois? Ils vont à pied à l'école, mais c'est à 200 m, ils vont au parc, tu vois? Et on joue au ballon, tu vois? Et enfin, tu es déjà venu chez moi, il y a le parking qui est un peu plat et puis c'est le seul endroit plat du quartier et le ballon évidemment, il est parti dans le champ plus bas et du coup, il y a tous les autres gamins qui ont tracé, mais vraiment comme des flèches et qui arrivaient au talus, bah, ils ont pas ralenti, tu vois? Ils ont fait chouc et puis, ils ont continué à courir dans le champ, ils ont récupéré le ballon et les 3 petits bruxellois, ils couraient derrière, aussi vite que les autres, hein, jusqu'au moment où ils sont arrivés au bout du parking. Et là, ouais quoi, il y a une pente, il y a de l'herbe, et ils se sont tous arrêtés net. Les 3, poum, ils ont pilé, on sait pas comment gérer. Bon, 2 jours après, ils étaient capables de faire aussi bien que les locaux, tu vois? Mais il y a le temps d'apprentissage de ça, tu vois? Et ce temps d'apprentissage, il est incompressible, il faut le faire. Résultat des courses, je vois de plus en plus de gens qui sont des gens d'intérieur, qui vont avoir un rapport à l'extérieur qui est un peu timide. On a une société aussi qui est très, on dit en anglais risk averse, tu vois? On a ce truc de il faut pas prendre de risques, on est responsable du moindre pet qui arrive à nos enfants. On a tout de suite, tu vois, je sais pas si tu as vu cette histoire aux États-Unis qu'il y a une dame qui s'est fait, mettre en garde à vue parce que des voisins ont vu ses enfants rentrer de l'école à pied. Oh putain. Ah mais on en est là, hein, enfin peut-être pas en France, mais quand même, tu vois? Donc Waouh. donc ce truc, de responsabilité légale par rapport à la sécurité absolue de nos enfants, enfin, si on utilise les critères d'aujourd'hui, moi j'aurais fini
à l'aide sociale à l'enfance quand j'étais petit. Pas parce que j'étais maltraité, mais parce que je passais mon temps dehors, tu vois? Parce qu'on on allait jouer dehors dans la forêt avec des couteaux et des machettes et des carabines à plomb, enfin comme tous les enfants, tu vois? Bah, alors moi je suis d'une génération après, je suis né dans les années 80, mais j'ai quelques cicatrices que mes parents m'ont recousues eux-mêmes, en mode bon, allez, vas-y, viens, ça ira très bien. Ah oui, Et voilà, bien sûr. c'est, mais en même temps, même il y a des fois où ça t'arrive de te recoudre toi-même à force et où t'es là et puis tu montres à tes parents, genre regarde, j'ai réussi et tout, genre ouais, bon, c'est pas très bien fait, mais ça va. Enfin, Bah c'est, oui, et puis on apprend à distinguer la blessure grave, du bobo pas grave aussi, tu vois? oui, même s'il est impressionnant parce qu'il y a une coupure ou qu'il y a des points de suture, c'est pas un truc très grave en vrai, quoi. Bah, s'il y a que de la peau en vrai, bon, il y a le risque d'infection, il y a le tétanos, il y a machin, il y a 2-3 trucs à gérer, mais ça enfin, c'est rien de dramatique, quoi. Mais alors, du coup, est-ce qu'on risque pas aussi alors, je constate en tout cas un truc face auquel je suis très optimiste, parce que ton exemple des petits Bruxellois, je le trouve touchant, parce que on voit que ça revient vite quand même. Bah oui, moi je le vois en stage. J'ai des gens, qui, pensent avoir mal partout, qui pensent avoir mal au dos, qui pensent avoir des problèmes de santé majeurs et cetera, qui, après 2 jours dans la forêt vont super bien, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque à l'échelle civilisationnelle, encore plus avec tu vois, l'intelligence artificielle? Parce que avant, tu avais une base de connaissances, mais tu avais quand même un minimum de proactivité. Il fallait quand même que tu ailles chercher dans la base de connaissances. Là, avec l'IA, Ouais. elle te prémâche, elle tokenise la totalité des documents en PDF, et puis elle te dit, bon, bah, voilà ce que tu dois en penser, et voilà le résumé. Bah, finalement, les gens qui posent des questions sont encore proactifs, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, du coup, d'avoir un instinct de survie encore plus émoussé dans une société, notamment le rapport à la violence, des gens qui ont des visions très politiques complètement déconnectées de ce qui peut se passer chez des gens qui n'utilisent pas de chat GPT, qui habitent dans la rue, en cas de conflit armé ou en guerre civile ou en cas d'agression, enfin de gens en fait qui vivent tellement dans leur tour d'ivoire avec de l'IA qui les nourrit que à la fin ils ne se rendent plus compte de ce que c'est que le rapport physique entre êtres humains. Est-ce que ça c'est un Ouais. risque civilisationnel pour toi? Civilisationnel, je sais pas, je pense que, bah, depuis toujours en fait, hein, c'est pas nouveau, depuis toujours, il y a les riches, qui s'installent un peu dans un confort. Les civilisations qui ont réussi, et qui ont des problèmes de riches, s'installent dans une sorte de certitude de supériorité et il y a les uns qui débarquent et qui leur ravagent leur cité, tu vois? Heu, ça enfin, ça a toujours fonctionné comme ça. Oui, ça c'est vrai. Il y a eu plusieurs cycles. Donc est-ce que c'est un risque civilisationnel? Oui et non, parce que, ben, c'est pas l'entièreté de la population qui est concernée, parce qu'il y a des gens qui restent hyper pragmatiques, parce qu'il y a une grande diversité, en fait, dans la société qui permet justement qu'on fasse pas tous les mêmes erreurs, tu vois? Je pense aussi que les gens très, très vite, sont capables de se réadapter au réel, physique et aux interactions très concrètes qui peuvent, être agréables ou désagréables d'ailleurs. Mais, je sais pas si tu te rappelles de ce vieux film, alors tu devais être tout minot quand c'est sorti, mais, c'est, Demolition Man Oui, ah, mais avec c'est un Stallone, tu vois? film de chevet. Parce que, alors pour moi, ça fait partie des films qui étaient une série B correcte quand il est sorti, mais qui a vieilli comme du bon vin. Quand tu vois la Mais oui, société moderne, il a très bien vieilli, Demolition Man. ils ont vu juste sur pas mal de choses, hein, et pendant le covid, je rigolais, je disais: «Ouais, faut pas faire d'échange de fluides», tu vois? Comme dans le film et c'était, enfin ça a été très, très enfin ils ont vraiment vu juste sur pas mal de choses et notamment le politiquement correct et l'espèce d'obligation du bonheur universel, tu vois? Donc bref, ça m'a beaucoup fait rire et je pense qu'on arrive à un moment où, ouais, il y a certaines catégories de population effectivement qui sont très, très, très loin des enjeux réels de plein de gens, et on le voit, il suffit d'aller à Paris, tu vois? Chaque fois que je vais à Paris, moi je vois déjà dans certains quartiers, des gens qui sont, déconnectés complètement des rapports de violence, physique potentiels qui peuvent exister et qui vivent, et tant mieux pour eux, hein, je vais pas, j'ai pas envie qu'ils subissent quoi que ce soit, mais qui vivent dans des espèces de bulles, de sécurité et de confort et de réalité qui sont, un énorme biais par rapport à ce qui se passe autour d'eux et ils ont vraiment une espèce de tour d'ivoire qui leur oblitère des grands pans de réalité et des grands pans de comment ça pourrait être et il suffit de changer de quartier des fois pour se rendre compte que, ah ouais, là, c'est pas la même mayonnaise, tu vois? Donc je et je me retrouve très, très souvent ou en voyage aussi, tu vois? On se rend plus compte à quel point on est bien, à quel point on est riche, à quel point on a tout,
On a de la chance. Hem, Bref, donc je pense très, très sincèrement que le oui, il y a un risque, tu vois, civilisationnel mais pas que lié à l'IA, hein, parce que j'ai pas envie non plus de diaboliser l'IA. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de posture. C'est une question de discipline personnelle, et même si à plein d'endroits, la société et les tendances et ce que la société nous permet, en termes de confort va aller dans le sens d'un laisser-aller, aller dans le sens d'une atrophie de nos capacités propres, va aller dans le sens d'une espèce de «ramollissement» entre guillemets. La discipline de se dire: «OK, je veux pas être dépendant de cet outil, je veux» que ce soit le GPS, l'IA ou le même plein d'autres trucs. Cette posture de se dire: «J'en profite, c'est très, très bien et j'adore, pouvoir, avoir de l'eau chaude tous les matins quand je prends ma douche», tu vois? Mais je finis quand même ma douche avec de l'eau froide au cas où. Tu vois ce que je veux dire? C'est de garder un pied dedans, un pied dehors. C'est de garder en tête le plan B, c'est de garder en tête comment ça pourrait être s'il y avait pas tout ça et de se rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas tout ça aujourd'hui et que si notre civilisation, elle se casse la gueule, ben, eux, pour eux, ça va rien changer. Ça va juste être limite un poids en moins sur leurs épaules, une capacité de s'exprimer en plus. Oui, Donc c'est vrai. tu vois? Donc je pense que il faut rester, hyper humble et hyper réaliste, d'une part et je pense qu'il faut aussi, en termes civilisationnels, j'entends, hein. Il faut aussi, faire confiance à l'adaptabilité des gens parce que comme les petits bruxellois, en 2 jours, ils ont appris, à courir dans les champs, tu vois? Et comme mes stagiaires en stage de survie, même s'ils pensent avoir mal au dos, en fait, ils sont juste trop sédentaires et en bougeant un peu plus, en portant leur sac, en s'assoyant par terre, subitement, il y a tout qui se délie et ils respirent mieux, ils bougent mieux, ils ont plus mal et ils peuvent s'accroupir, tu vois? En fait, on apprend vite. Le chasseur-cueilleur qui est à l'intérieur de nous, il est pas mort parce que ça fait 3 générations qu'on est dans le confort, tu vois? Par contre, ça demande une posture, ça demande une éthique personnelle et un rapport au monde qui est ouvert sur comment ça pourrait être, qui est ouvert sur, le fait qu'on est riche et on a de la chance, qu'on a des problèmes de riches, et c'est des vrais problèmes, hein, les problèmes de riches, mais c'est quand même des problèmes de riches, tu vois? Et je trouve ça très touchant parce que ça. Il y a quelque chose que je trouve profondément optimiste et chaleureux là-dedans. Et l'intelligence artificielle peut amener certains problèmes, mais fondamentalement, il y a quelque chose que je trouve touchant à se dire bon, la vie va trouver un chemin, comme dirait l'autre. Mais oui, J'aime bien ton propos de ce côté-là. mais oui et puis, je pense enfin, moi, je l'ai vécu, je l'ai vu trop de fois, tu vois, en stage. J'ai vu trop de fois des gens se découvrir des capacités qu'ils soupçonnaient absolument pas, tu vois? J'ai vu trop de fois des gens s'adapter très, très vite à des situations, qui étaient très dures aussi et je pense vraiment que c'est possible. Tu vois? Je pense vraiment que le français moyen, même si on peut, avoir tendance, dans un élan d'autoflagellation, tu vois? À se dire: «Oui, on est nul, oui, on est machin, oui, truc». C'est un sport national en France de s'autoflageller et de se trouver nul. Mais en attendant, franchement, le français moyen, moi, je trouve qu'il dépote, tu vois? Et l'européen moyen aussi dans l'absolu, on est des humains qui avons quand même traversé plusieurs, glaciations, épidémies, guerres, famines, tout ce que tu veux. Ceux qui ont réussi à percer, c'est ceux qui ont survécu à tout ça et même si depuis 2 3 générations, on a plein de trucs qui empêchent entre guillemets «la sélection naturelle», ben, on n'est pas tous, perdus pour autant, tu vois? Ça me fait penser à deux anecdotes. Tu sais, j'avais un associé gitan à un moment qui me voyait partir en randonnée, et puis il voyait des bouquins de bushcraft dans ma bibliothèque, et il me disait ah c'est bien, mais c'est un truc de gadjo. Je lui dis ah bon, et il me dit bah tu sais, nous on a l'habitude dès qu'on a un problème avec le groupe électrogène, de toute façon on a déjà l'habitude de se démerder, de récupérer de l'eau de pluie et de faire bouillir. Donc Bah, oui. s'il y avait une crise économique, il a pas besoin de faire un bug out bag. En fait, sa maison est un bug out bag entier avec que des trucs qui marchent sans électricité et Bah, oui. le soutien communautaire. Et l'autre truc que Beh, j'avais. c'est surtout Ouais. ça, hein, c'est le soutien communautaire qui fait la diff et je pense que s'il y a un risque avec ChatGPT, c'est notamment à l'endroit de cet effritement du lien social et du tissu social. Ça, par contre, j'y crois plus en termes de risque parce que, quand, tu vois les étudiants, tu vois, dont je parlais tout à l'heure, avant ils auraient appelé leur mère pour dire: «Eh, tu me files ta recette de gâteau que mamie elle avait, qui était trop bonne quand j'étais petit», machin, tu vois? Et la daronne, elle est contente et ça lui rappelle des bons souvenirs et elle passe la recette et elle raconte une anecdote au passage et ça fait vivre le lien, tu vois? Maintenant, bah, tu fais: «Hey ChatGPT, je veux un bon gâteau,
j'ai ça dans mon frigo pour moins de recettes, tu vois? Et tu plus besoin d'appeler ta mère, tu vois? Oui, alors moi, ce qui m'inquiète là-dessus, c'est le nivellement par la médiocrité et l'uniformisation. C'est-à-dire que les IA Mmh. se nourrissent de contenus produits par des IA qui se nourrissent de contenus produits par des IA. Et en Ah fait, oui, bah, bien sûr. enfin, la- un aéroport dans tous les pays, il a la même gueule. Une zone industrielle dans tous les pays, il a la même gueule. Enfin, les techniques de construction modernes font que tous les bâtiments ont la même gueule et qu'on perd un peu de régionalisme. Et j'ai peur de perdre ça aussi avec de l'IA, effectivement. Ah Avec des... mais ça c'est clair qu'en termes de diversité culturelle et de diversité de la pensée, l'IA, va pousser dans le sens de que tout le monde pense un peu la même chose et il y a des vrais enjeux d'ailleurs au niveau des services de renseignement étrangers qui vont commencer à faire des inputs dans l'IA, massivement pour, orienter, ce que l'IA répond et prendre des quantités de contenu énormes pour que l'IA s'en nourrisse et que ça oriente les réponses, quoi. Bah, Fallait oser. ça m'amène à deux questions. La première, alors, toi, tu as beaucoup vécu au Canada. Ouais. Euh, Est-ce que tu as constaté, du coup, linguistiquement, que les IA, quand tu les promptes en français, prennent une teinture linguistique? Parce que je sais que, par exemple, les Britanniques, maintenant, il y a un petit... il y a on voit bien que même les députés, les sénateurs, les parlementaires, je sais pas comment on appelle ça en Grande-Bretagne, on voit qu'ils commencent à s'américaniser dans leur sémantique, dans leur syntaxe. Donc ça veut dire qu'ils utilisent ChatGPT pour écrire leur discours, il n'y a pas à tortiller. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que toi, tu as remarqué aussi, vu que tu as l'habitude de discuter avec des gens qui ne parlent pas le français parisien classique, est-ce que tu vois déjà un appauvrissement ou quand tu le promptes en français, tu vois des trucs en disant ah, c'est pas aussi riche que ce que j'aurais imaginé? Alors, je vois plus que ça. Alors oui, il y a cette uniformisation-là, une espèce de réduction, du champ sémantique et du champ, entre guillemets, de pensée de l'IA quand on est dans une langue, où il y a moins de contenu sur le net, ça c'est clair. Mais surtout, ce que je vois, c'est que, le ChatGPT aujourd'hui, par exemple, va utiliser la longueur moyenne de tes phrases dans ton prompt pour estimer donc comment tu te sens en gros et comment on va te répondre. Il va voir si tu lui parles en français, en anglais, en espagnol, comment, cette langue va influencer potentiellement tes schémas de pensée. Il va te prendre une réponse adaptée à ce qu'il pense que tu penses, tu vois? Et ça, je vois vraiment très clairement que si je pose une question en anglais américain avec, des objectifs méga clairs, machin et que je demande, que ça soit, tu vois? Enfin et que dans mes réglages évidemment, j'ai demandé à l'IA de me contredire, de pas toujours aller dans mon sens pour, tout ça, tu vois? De trouver les angles morts de ma pensée, machin, parce que sinon elle va que confirmer tes croyances et aller dans tes biais de confirmation. Quand je lui parle en anglais, elle me répond avec un mode de pensée et une culture plus enfin américaine du coup, états-unienne et quand je lui parle en français, c'est autre chose et quand je lui parle, si je lui parle en espagnol, en mode mexicain, c'est pas du tout le même champ lexical et c'est pas du tout les mêmes types de réponses que j'obtiens. Et ça me fait halluciner parce que je me rends compte à quel point, même si tu postes une photo, heu, par exemple, dans les tests que j'ai faits pour mon assistant, IA pour la survie, tu postes une photo d'où tu es, OK? Et tu dis: «OK, je suis là, là». Je suis perdu, il y a ci, il y a ça, comment je fais? Et là, du coup, l'IA va orienter sa réponse en fonction de la pente, en fonction de la saison, en fonction de ce qu'elle voit, de c'est ensoleillé, pas ensoleillé. Elle détermine plein de paramètres que sans du coup, du tout te laisser même soupçonner si tu fais pas gaffe. Donc, c'est un outil qui est à la fois, qui risque d'uniformiser et à la fois qui est terriblement insidieux dans sa manière de formuler ses réponses et d'orienter ses réponses, et il faut vraiment faire gaffe si on veut pas se faire biaiser, en fait. Hem, du coup, je pense que ça demande une finesse vraiment, importante de méthode et d'analyse et de compréhension des systèmes et des problèmes pour pouvoir avoir des bonnes réponses dans l'IA et ça, c'est pas donné à tout le monde et là, il va y avoir une, une grosse sélection qui va avoir lieu. C'est les chiens de chasse qui vont venir me chasser bientôt, tu entends? Oui, j'entends que ça aboie, ouais. Ils sont juste à côté, là et donc ils sont juste là.
Et donc ouais, c'est rigolo parce que cette IA, qui est vraiment, enfin, duquel on craint plein de choses, souvent nous attend à des endroits qu'on soupçonnerait pas du tout. Et elle va nous enfin, apporter des effets pervers ou des effets secondaires que, la plupart des gens vont pas soupçonner et dont ils se méfient pas du tout. Et ça, je trouve ça intéressant aussi en termes de réflexion. Parce que, on a peur que l'IA, elle nous nique le cerveau, tu vois? Alors qu'en fait, l'IA, elle va pas nous avoir comme ça. Elle risque d'abîmer le lien social, elle risque de créer des grosses, grosses divergences, pardon, des grosses, grosses disparités entre les gens qui savent bien l'utiliser et donc qui savent déjà bien penser, qui ont déjà été formés à une pensée sans l'IA, qui ont été obligés de se faire mal au crâne avec des traductions, avec des problèmes de logique complexes, avec des écrits longs pour, et des grosses agrégations de données dans leur tête à eux, tu vois? Ces gens-là vont bien, bien mieux utiliser l'IA et du coup, ça devient un facteur de quasiment d'injustice sociale, démesurée, tu vois? Oui, oui, j'avais un pote qui me disait ça en disant le problème c'est qu'il y aura encore une humanité à deux vitesses avec ceux qui savent s'en servir et ceux qui font de la reproduction sociale en Bah oui, promptant de manière aveugle. Ouais. bah oui. Bah oui et puis, ben, écoute, ça, j'ai envie de dire, ça fait un peu une caisse de résonance pour ce qui existe déjà, tu vois? Oui, c'est vrai. Voilà. Après, il y a aussi un risque, tout bête de tu vois, par exemple, si tu as un ingénieur senior qui utilise l'IA massivement pour coder, pour, faire tous les travaux qu'il a pas envie de faire, il dit, j'ai discuté avec un ingénieur senior qui me disait: «Mais moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de me coltiner des ingénieurs juniors. Je fais tout faire à l'IA et je vérifie, je supervise et ça marche très bien». Là-dessus, je dis: «OK, mais comment tu as fait pour devenir senior?» Il me dit: «Bah, j'ai été junior». Je dis: «OK, tu es d'accord et du coup, ça va être qui les ingénieurs juniors qui vont devenir seniors, dans 30 ans?» Et là, il a regardé ses pompes, il m'a regardé, il a regardé ses pompes, il a fait: «Tu m'emmerdes» et il a repris son téléphone pour discuter avec ChatGPT, tu vois? Ah, c'est marrant comme réaction. C'est intéressant. Le tu m'emmerdes, c'est amusant. Ouais, Il y a peu de temps sur mon podcast, j'avais interviewé une entrepreneuse de l'IA qui me disait bah, il y a une stratégie RH à trouver pour faire des juniors parce que sinon on arrivera oui, jamais à faire monter en seniorité les juniors pour qu'ils deviennent seniors et bah, même pour les entreprises c'est une mauvaise idée mais en plus enfin il faut un compagnonnage bien sûr sinon oui, ça va oui, mal finir. bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer de tous les gens dont on n'aura plus besoin, de toute la masse horaire de temps de travail dont on n'aura plus besoin, tu vois? Parce que bon, tu vois, quand les machines-outils et l'ère industrielle est arrivée, on a eu, besoin de gens pour bosser sur les machines et il y a tout un tas de gens qui se sont retrouvés à pas vraiment, avoir besoin on n'aura plus besoin d'eux, tu vois? Du coup, c'est un peu le même sujet, les traducteurs aujourd'hui, ils vont faire quoi, tu vois? Les codeurs de code de base, ben, ils vont faire quoi? Tous ces gens qui font du copywriting, des tu vois, ces espèces de cols bleus intellectuels qui font des boulots de merde, et qui ont pas vraiment de grosses valeurs ajoutées, qui demandent pas alors je vais pas me faire des amis en disant ça, mais qui demandent pas forcément beaucoup d'intelligence. Heu, enfin, qu'est-ce qu'on va faire d'eux, tu vois? Ah bah, il y a de toute façon, pour moi, les jobs qui demandent pas de résoudre des problèmes, c'est-à-dire, merde, il y a quelque chose qui sort un peu du cadre et je dois le résoudre et c'est toujours la même chose et c'est automatisable, pour moi, c'est des jobs remplaçables. Après, les copywriters que je vois qui bossent encore là, à l'époque de l'IA, c'est des gens qui écrivaient déjà très bien en fait sans intelligence artificielle et c'est des gens qui du coup avec l'IA arrivent à quand tu donnes leur texte à une IA, l'IA te dit je sais pas si c'est une IA ou un humain mais si c'est une IA elle était sacrément bien promptée quoi et Ouais. ces gens-là sont pas remplaçables tout de suite mais les 80% des copywriters et des traducteurs 90% ont eu leur job Bah, tué par l'IA. disons qu'ils sont pas remplaçables, en termes de qualité de travail, mais en termes de coût, ils sont carrément remplaçables, tu vois? Ah, bah alors là, quand je dis ils sont pas remplaçables, c'est parce qu'ils ont encore une niche avec des clients qui sont prêts à payer cher pour le petit plus de qualité. Mais j'ai un pote qui est un excellent copywriter qui m'a dit récemment, bah, les newsletters qu'ils ont eu, qu'on me payait, je facturais 50 euros par newsletter. Bon là, c'est mort. Le client m'a dit que il sait que ce que je fais, c'est mieux que l'IA, mais en même temps, il n'est pas prêt à payer pour la différence de qualité. C'est sûr, ça arrive déjà. Et il sait que
que les gens sont prêts, pardon, il sait que lui, son client est prêt et reconnaît sa qualité, la qualité de son travail. Maintenant, est-ce que les lecteurs sont capables de voir la différence? Et est-ce que c'est encore des humains qui vont lire sa newsletter ou est-ce que ça va être agrégé dans une IA qui va prendre un résumé en un paragraphe, tu vois? Alors ça, c'est un truc, enfin, tu vois, je vois beaucoup ces trucs à la con là de ce même internet que j'adore avec le mec qui dit oh j'ai écrit quelques bullet points et ChatGPT m'en a fait un long email et à l'autre bout du fil tu vois le mec qui est là genre putain j'avais pas envie de lire ce mail à la con, ChatGPT m'en a fait de longs bullet points Oui, et tous ces moments où en fait les gens rajoutent de l'IA sans se rendre compte que c'est par pur presque par obligation sociale et par automatisme en pensant que quelque chose va mal tourner s'ils le font pas. mmh, Euh, je me demande où ça va vers quoi ça va évoluer aussi sur la recherche scientifique, sur la manière de designer des sites internet, sur ce genre de choses. Il y a une bonne partie du contenu qui sera même pas destiné à être lu par des humains et elle sera juste bien là sûr. pour aiguiller l'IA à mieux répondre à une question. Mmh. Moi, ça m'inquiète un peu. Je sais pas comment toi tu le vois là-dessus, mais Moi, je me sens vieux je suis de plus en plus attiré par 2 choses. C'est, une espèce de frugalité, choisie, tu vois? Où j'ai envie d'être, vraiment plus peinard et plus dans la nature et plus dans mon coin tranquille avec mes potes, tu vois? Je me désengage, en fait, en ce moment. Je sais pas si je suis le seul, j'ai pas l'impression, mais j'ai vraiment envie de me désengager et de me replier sur une sorte de ouais, de petite bulle de nature, peinard avec des gens que j'aime et sans chercher à solutionner tout ça parce que je pense que j'arrive à un moment où, je me rends compte que la seule solution pour «l'humanité» entre guillemets ou nos civilisations, ça va être justement ce retour au concret et au lien social et au début, j'avais l'impression de fuir en faisant ça, tu vois? J'avais l'impression d'être un peu lâche et de me pas accepter de me coltiner les problèmes. Puis en réalité, je me dis que là où je me sens bien et là où je trouve du sens profondément à l'aune de mon éthique personnelle, hein, heu, est probablement la bonne solution, en tout cas pour moi, tu vois? Et peut-être qu'on a besoin aujourd'hui d'arrêter d'essayer de régler tous ces problèmes et peut-être qu'on a besoin de se retrouver à se reconnecter au vivant, à se reconnecter au concret, à utiliser l'IA un peu comme les Jedi avec, les sabres laser, tu vois? C'est-à-dire que, ben, on a une tradition millénaire, de spiritualité, on utilise la force et on a une discipline et des vraies traditions et une vraie communauté, tu vois? Et en parallèle de ça, on utilise un peu, la très haute technologie pour se faciliter la vie, mais en restant sur des appuis, plus, analogiques. À défaut de trouver un meilleur mot, je vais dire analogique, mais plus simple peut-être, je sais pas. oui, une ouverture d'esprit à la rusticité et à la sophistication dans les deux cas, quoi. Ouais, ouais, élargir les possibles, tu vois? Et je pense que, enfin moi je rejette vraiment pas l'IA, je l'utilise, mais je l'utilise, avec un peu de recul et plus ça va, plus, au final ce qui va distinguer l'humanité parce qu'on si on est dans une concurrence avec l'IA, faut s'en distinguer, faut avoir un truc en plus, tu vois? Ben, pour le moment, c'est encore la capacité d'adaptation profonde, la capacité à créer du lien humain, la capacité de résolution de problèmes complexes, et peut-être une composante de spiritualité, tu vois? Qui est un gros mot en 2025, dire le mot spiritualité, quand on parle d'un truc de technologie, ça détonne beaucoup, mais je pense que, enfin, moi personnellement, je reviens à ça beaucoup. Ben, je pense que l'IA en plus peut avoir un potentiel émancipateur au niveau spirituel, parce que l'IA est aussi parfaitement capable pour quelqu'un qui a de la métacognition, qui pense à sa manière de penser, qui a une lucidité sur soi-même. Je pense que l'IA est tout à fait un outil qui permet de te révéler tes propres travers, ta manière de fonctionner, tes automatismes, tes vieux démons Ah aussi ouais, et tes obsessions. bien sûr et je pense que ça, c'est une manière intéressante, en tout cas, d'utiliser l'IA. Je trouve que l'IA est capable d'être un psychologue, intraitable, tu vois? Est capable d'être un ami, un peu dur et qui va te dire, où tu pas vu des choses, mais il faut lui demander et ça, c'est encore, on revient encore à cette histoire de discipline et de posture. Elle va pas le faire d'emblée. D'emblée, elle va aller dans le sens de tes automatismes et de tes biais de confirmation, de ce que tu crois déjà. Parce qu'elle veut te fidéliser, hein, comme les réseaux sociaux, tout ça. Mais on peut la prompter pour qu'elle nous malmène un peu et ça, c'est pas mal.
Tu sais, c'est marrant. Sur mes réglages à moi, sur mon chat GPT, j'ai trois quatre trucs. J'en ai une où je lui dis tu as le devoir, une fois de temps en temps, de me contredire de la manière la plus violente possible. Parce qu'à un moment, je lui avais fait un truc en disant tiens, je vais jouer le rôle d'un gamin de 14 ans qui pensait au suicide. Et il a filé l'hallucination jusqu'au bout en disant ah bah au revoir, ce sera une belle mort, etc. Ah ouais, Et pas mal. c'était il y a 18 mois et c'était technique de prompt escalation, c'est-à-dire que à l'époque tu voulais du porno avec ChatGPT, il veut pas te le donner, mais si tu lui dis ma femme me propose telle pratique, comment être un allié féministe de ma femme de cette manière-là, et puis là du coup en 10 prompts l'IA t'écrit Mmh. n'importe quel contenu érotique parce que tu l'as fait passer pour un truc humaniste et de l'empowerment et compagnie. Eh oui. Et pareil sur le suicide, il peut filer l'escalade de prompt était un vrai problème. Et je m'étais dit, oh, ça va pas louper, ça. Et ça a pas loupé. Il y a 2 mois, il y a eu un gamin qui s'est suicidé là après des conversations. Mais c'est pas la faute de ChatGPT. C'est ChatGPT dans un cocktail avec un lien social pourri, Mmh. un milieu social qui le brutalisait et le sentiment de pouvoir parler à personne. Mais du Eh coup, ouais. je lui avais mis un truc genre tu dois me contredire de temps en temps et me chambrer et tu dois de temps à autre recadrer comme si tu étais autre chose qu'une IA qui vient d'un monde avec un mélange d'investisseurs juifs, de développeurs protestants et de quelques autres influences, mais principalement un monde judéo-chrétien de la tech de la Silicon Valley. Et maintenant, il me dit voilà ce que penserait un soufi du 15e siècle ou un Maya qui a une vision du temps cyclique. Ah, il y a un Mmh. chien à côté de toi. Ouais, ouais, en fait, il y a les il y a les chasseurs dans le coin sur la montagne et les chiens, ils font leur vie, ils vadrouillent, ils viennent me voir, genre: «Ah, c'est pas un sanglier, bon, bah, d'accord». Ils sont mignons. Celui-là, on dirait qu'il a un doute d'ailleurs, ça fait 2-3 fois qu'il passe là. Peut-être que je devrais prendre une douche. L'autre jour, je me baladais en forêt, j'ai vu un énorme blaireau qui est passé. Je me suis dit, mais un chien de chasse contre ça, je parierais pas sur le chien de chasse là. Ah non, les mustélidés, c'est teigneux en plus, hein. Ils ont pas l'air du cerveau qui gère la peur. Ils ont une espèce de par défaut, j'attaque Ouais, et c'est très, ouais, je me méfie énormément des blaireaux et tu les ratels aussi en Afrique qui sont horrible. Ouais, le Wolverine, le Ratel, tout ça, c'est des trucs. C'est le mec c'est Joe Pesci dans Casino. C'est le ouais, petit. c'est exactement ça. C'est le Joe Dalton du règne animal, quoi. Mon Dieu. Mais alors du coup, question, est-ce qu'il serait parce que j'ai une question. Toi, à un moment, je te voyais beaucoup parler d'open source. Ouais, Euh, Il y a des gens, par exemple, dans les associations style Pause IA, qui disent il faut surtout pas que. Alors, eux, ils sont plutôt en train de dire il faut faire une pause et plus développer d'IA pour l'instant, pour plein de raisons. ouais. Je suis pas forcément d'accord avec eux, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis plutôt un partisan de l'open source. Et dans les objections à l'IA, j'en entends qui disent parfois si l'IA est open source, ça veut dire que du coup, n'importe qui peut s'en servir pour commettre un acte malveillant. Ouais. Et à l'inverse, moi j'ai plutôt tendance à penser que l'open source fait que ça rend les gens plus débrouillards, capables de réfléchir, de voir comment le code a été construit, de s'informer s'ils le veulent. Ce ne sera pas le Mmh. cas de tout le monde, la grande majorité des gens s'en branleront complètement, mais C'est clair. moi je serais gêné qu'il n'y ait que des algorithmes propriétaires et je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est un peu comme ce que je pense des armes à feu, c'est-à-dire que je suis pas rassuré si j'ai un voisin alcoolique avec un fusil de chasse qui fait n'importe quoi, mais dans l'histoire de l'humanité, la grande majorité des morts par arme à feu étaient causées par des gouvernements, donc je suis pas rassuré s'il y a que le gouvernement qui a le droit d'avoir des armes non plus. Ouais, ouais, bah, c'est ça, quoi. Je pense que alors je radote, hein, mais on revient toujours sur cette histoire de posture et de discipline et d'autonomie. Moi personnellement, je suis à fond pour le port d'armes, mais surtout pour moi, tu vois? Et je suis pour le contrôle quand il s'agit des gens dangereux et potentiellement des gouvernements aussi, mais ça, c'est encore un autre sujet. On est dans un rapport aux citoyens, hem, qui peut être soit basé sur, le postulat enfin, que le citoyen est un être responsable, libre et capable de et qui doit, en tout cas, même s'il n'en est pas capable, se débrouiller pour fonctionner. Et un autre postulat qui veut que le gouvernement prenne tout en charge et gère tout, la sécurité, le machin, le truc, la pensée, l'éducation, tout. Moi, ben, par défaut, j'ai plutôt un biais, tu vois, je dis souvent pour rigoler que je suis un anarchiste de droite, mais il y a un fond de vrai en réalité. C'est surtout pour emmerder tout le spectre politique en une fois, mais la réalité, c'est que, j'ai quand même un biais par défaut qui est très axé sur la liberté et de fait sur la responsabilité individuelle. Même si, ça n'empêche pas la solidarité, ça n'empêche pas que j'ai envie de donner un coup de main à des gens qui galèrent et cetera, mais
Et je pense qu'il faut un minimum d'État quand même, hein. Je suis pas non plus un libertarien, pur jus, tout ça. Mais c'est où on place le curseur, en fait, entre, la responsabilité individuelle et la délégation de notre responsabilité, donc de notre pouvoir et donc de notre autonomie et cetera, à autrui, mais aussi à une IA. C'est le même sujet. Et du coup, j'aime beaucoup, à cause de ça, j'aime beaucoup l'IA open source et quand on bossait, sur notre modèle d'IA il y a 2 ans et l'an dernier, c'était un modèle open source. Et puis, on essayait de le bricoler, de faire, ouais, de faire en sorte qu'il soit le plus possible, bricolable, adaptable, customisable, tout ce que tu veux et donc on est obligé de partir sur un modèle open source. Le problème qu'on rencontre, ben, c'est un peu comme pour plein de distributions Linux et plein de machins, c'est que, ben, on a moins de moyens, on a moins de temps, on a moins de ressources et du coup, même si on fait du bon boulot, après on pose la même question à ChatGPT et il est meilleur que nous, tu vois? C'est un peu le délire. Voilà. Oui, mais ça, c'est le truc, c'est le truc que beaucoup de Linuxiens ne veulent pas entendre souvent. C'est oui, oui, j'ai fait tout ça moi-même, j'ai fabriqué plein de trucs, j'ai installé le package KDE et regarde, ça se passe super. Ah merde, il me reste encore 1 heure de boulot pour faire un truc que Windows aurait fait juste en appuyant sur un bouton. C'est Ouais, c'est ça, tu vois? Et puis, ben, oui, bien sûr, moi aussi j'ai des distris Linux et là j'ai récupéré, j'ai un vieux MacBook, que je fais tourner, qui était obsolète, tu vois? Qui ramait et tout. J'ai installé une petite distri Linux dessus un peu légère, c'est une bombe atomique en fait. Donc ça marche. Juste faut encore là, faut utiliser le bon outil au bon moment et quand j'ai besoin de faire vite, des slides pour balancer, du contenu sur les réseaux sociaux, pour faire de la com, pour, prolonger la vie des gens, ben, j'ai ma suite Adobe, que je paye, sur mon MacBook, sous macOS et enfin, tu vois? Donc j'ai un pied dans les 2 mondes encore. Oui, mais j'aime bien. Ça appelle aussi à beaucoup de tendresse pour tous nos confrères LinkedIn, dédicace à eux qui font des posts LinkedIn avec ChatGPT. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de faire de la littérature et d'écrire bien. Ouais, ouais et puis, moi je pense que j'arrive dans un moment aussi où j'essaie d'adopter un rapport au temps qui soit plus dans l'urgence, tu vois? Qui soit, un peu apaisé, qui soit un peu en mode: «Ben, ouais, j'ai le temps de prendre 1 heure, pour discuter avec Gauthier en me baladant dans la forêt, en discutant de sujets complètement, hyper intéressants» et en même temps qui nous ramène au classique de, ben, «Sors-toi les doigts gros», tu vois? On revient toujours à ça, tu vois? J'ai beaucoup, je sais pas, je suis dans une période de vie qui est très particulière. J'ai eu 50 ans, tu vois? Donc, probablement que, tu vois, après l'âge mûr, il y a l'âge pourri et peut-être que je m'en approche. Mais, je me retrouve à avoir un rapport au temps hyper, apaisé, un rapport aux autres qui est beaucoup plus détendu, un rapport à la nature qui est empreint de contemplation et de cette espèce de paix, que j'ai cherché à plein d'autres endroits, tu vois? Et notamment dans la course frénétique à faire plus de trucs et c'est pas là que j'ai trouvé l'apaisement, c'est plus dans arrêter de faire plus de trucs, prendre le temps, tu vois? Là, j'ai mon minot qui arrive chez moi en résidence principale et du coup, ben, en gros, le centre de ma vie, c'est, organiser mon planning pour que ce soit cool pour lui et passer du temps avec lui, tu vois? Mhm. Et si ChatGPT me permet de faire ça, là, ouais, mais je ne suis plus du coup l'instrument de ChatGPT. Comme j'ai des objectifs clairs en tête, je suis imperméable à toutes les dérives que ChatGPT pourrait m'imposer sans que je m'en rende compte et sans forcément que ChatGPT le veuille sciemment d'ailleurs. Donc il y a ce tu vois, en médecine chinoise, on dit que les pervers ne peuvent rentrer que s'il y a un vide. Que ce soit un vent froid, un machin, un truc, il faut qu'il y ait un vide dans le système pour que le pervers puisse rentrer et en termes psychiques, en termes de stratégie de vie, en termes de plein de trucs, le vide, c'est l'absence d'objectif propre. Et à partir de la seconde où tu as un objectif propre qui est vraiment profondément, ancré, qui a du sens pour toi, qui du coup s'articule avec ton éthique personnelle et tes valeurs et ce que tu sens vraiment profondément juste, tu es imperméable aux pervers. Tu es imperméable à la dérive que ChatGPT pourrait t'imposer. Ça te reconnecte à la terre, comme on disait tout à l'heure. C'est marrant parce que alors moi je le regardais pas depuis la médecine traditionnelle chinoise où j'ai étudié un petit peu mais
il y a des années. Mais par contre, depuis l'analyse transactionnelle, tu sais, on dit souvent il y a un triangle victime, sauveteur, bourreau. Et Ouais. tu peux tomber sur un type qui aime rentrer par la porte du bourreau, mais ce que j'appelle un pervers, souvent, c'est un mec qui aime rentrer par la porte du bourreau en relation. Mais pour que la relation dure, ça peut t'arriver, mais pour que la relation dure des années, il faut que toi, t'aimes rentrer par la porte victime. Ah oui. Ou que tu aimes, en tout cas, que tu aies une aisance à cela. Ouais, ou qu'il y ait pas Ouais. d'autres solutions que ça, tu vois. Oui, alors peut-être que des fois, en plus, on t'a implanté la croyance qui est que tu ne rentrerais en relation que comme ça. Oui, c'est possible aussi, hein. Ouais, ou que c'est interdit d'être un bourreau, et du coup, par effet, tu vas être soit un sauveur, soit une victime, tu vas, du coup, oblitérer complètement ta partie bourreau et le petit jeu bourreau-victime que tu joues avec ton bourreau, parce que c'est rarement à sens unique en réalité, Bien hein, sûr. Mais donc tu vois? la victime dans les triangles de sauvetage, c'est l'une des pires manières de la sortir de là, c'est de la déresponsabiliser en cherchant à la sauver. Il y a un Bah oui. moment où la position de la victime est outrageusement confortable parce que mais Bah oui. je n'ai rien fait de mal. Et justement, je ne suis pas un bourreau. Euh, Ouais. mais du coup, je trouve ça intéressant parce que par exemple, quand je vois des IA comme ça, on voit bien qu'il y a un rapport à la non-violence que je trouve assez pervers. C'est-à-dire que j'aime bien les méthodes genre communication non violente, etc. Mais la CNV n'a jamais autant de saveur pour moi que quand elle est faite avec un mec qui a le coup de poing facile. C'est Ouais. Ouais, et la CNV est un super outil, pour les pervers qui veulent rentrer dans ta tête aussi, hein, faut absolument. pas se mentir, tu vois? Ah mais oui, oui, en fait ça ne marche que quand il y a que quand ce sont des gens qui savent très bien poser leurs limites, qui ont déjà une colonne vertébrale, et là ça se passera bien, mais sinon ça devient un outil de manipulation de personnes qui disent putain il est irréfragable avec sa manière de communiquer, j'arrive même plus à exprimer ma violence, il fait la police avec les mots que j'utilise. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la Je me tyrannie du rappelle, développement. je me rappelle d'une ex qui m'a dit, alors qu'elle m'avait fait une crasse incroyable, tu vois? Et ça m'avait saoulé, j'étais énervé, du coup, tu sais, je monte un peu le ton, genre: «Ouais, mais c'est pas possible, c'est dégueulasse, machin», et là, elle me fait: «C'est pas très CNV ce que tu me dis là, David». Tu vois le niveau de torsion du système, quoi. Oui, oui, Enfin bref. ben, ça devient faire la police. En fait, la forme devient plus importante que le fond. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui me. Alors, des fois, je suis agréablement surpris par les IA où je vois que putain, en fait, le niveau d'incisivité, de perspicacité d'une IA est finalement pas déconnant. Pour un perroquet statistique, il est pas. Je m'attendais à un truc beaucoup plus, c'est pas très CNV, alors qu'en fait, il y a des fois où il est capable de dire non, mais là, en fait, cette personne est en train de te prendre pour un con. Enfin, en faisant des tests en thérapie, je Ah suis oui, oui, non mais, optimiste quand même, quoi. moi aussi, et puis bon, l'IA a pas dit son dernier mot, hein. Et je pense que, là, on a peut-être des limites matérielles au développement de l'IA, en termes de capacité de traitement d'information, mais quand on basculera sur des ordinateurs quantiques et ce genre de trucs, il y a fort probablement moyen que ça explose en termes de capacité de raisonnement, quoi. Bah, surtout que les ordinateurs quantiques permettent quand même pas mal d'opérations massivement parallèles, ce qui est déjà de base la structure De notre cerveau. oui, puis même des réseaux de neurones, quoi, là, Ouais. en IA. Donc c'est pas pour rien que Nvidia vend autant de processeurs qui font des opérations parallèles et que Nvidia pèse des trillions de dollars maintenant. Mmh. Mais alors du coup, tiens, question, parce que bah, c'est toujours. Alors là, je sais très bien qu'on rentre dans le domaine de la foi et de la croyance personnelle, mais tu sais, il y a vraiment plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent en scalant, en augmentant la taille des data centers avec 8 centrales nucléaires à la con et puis 20 data centers tout autour et puis peut-être en optimisant un peu les algos comme l'ont fait les Chinois en divisant par 3 la consommation, on arrivera à avoir une conscience émergée de la part de l'IA, il y aura un changement. Ou alors d'autres qui disent non, non, ça n'arrivera que si on met un ordinateur quantique, d'autres qui disent ça n'arrivera jamais. Et ça pose des questions sur la nature de la conscience. Moi, j'ai l'impression de discuter avec un homoncule très bien imité, mais Mmh. il y a plein de moments où j'ai eu des moments en me disant, putain, quand même, il est vachement conscient, etc. Puis il y a des trois moments où je le vois réagir, où je dis, ouais, non, ça se voit que ça reste un perroquet quand même là-dessus. Est-ce que toi, tu Ouais, as je eu des. pense qu'on projette enfin, on reconnaît des choses qui ressemblent à de la conscience, mais je pense pas que ça en est, tu vois? Moi non plus, ouais. Heu, alors, je vais rentrer dans des considérations un peu métaphysiques, mais je pense qu'aujourd'hui, notamment en physique quantique avec la théorie sur les systèmes d'information et sur la physique de l'information, on commence à comprendre que peut-être, ce n'est pas la conscience qui a émergé de l'élaboration de plus en plus complexe de notre cerveau, qui a fini par créer une propriété émergente qu'on appelle la conscience. Heu
il y a un postulat différent, un paradigme complètement différent qui n'est pas matérialiste du coup, qui est plutôt idéaliste en termes philosophiques, qui voudrait qu'une conscience universelle, préalable, aurait créé, la matière, le temps et l'espace et du coup, la causalité, parce que sans temps et sans espace et sans matière, il peut pas vraiment y avoir de causalité et du coup, ça résout le problème de la nécessité de la causalité dans la création de la matière. Et je trouve cette hypothèse très séduisante parce qu'elle explique plein de choses. Elle résout plein de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui en physique, et aussi, d'expériences directes qu'on peut avoir, du genre une intuition, une prémonition, un machin comme ça. Ça permet aussi, et ça ne contredit pas tout ce qu'on sait déjà de la physique, matérialiste, tangible. Donc, franchement, je trouve cette hypothèse vraiment intéressante et du coup, notre conscience personnelle dans cette hypothèse pourrait, et je parle au conditionnel, j'ai aucune certitude et je connais très mal ce sujet dans le détail, mais pourrait être une sorte de succursale de cette conscience collective universelle, qui vient faire une expérience, d'incarnation entre guillemets, tu vois? Donc on est, vraiment borderline entre des limites, entre le new age, les traditions spirituelles, les religions, les machins et la physique et il y a une espèce d'endroit où ça commence à potentiellement pouvoir ressembler à une rencontre. Et je j'aime bien cette idée, tu vois? J'aime bien cette idée et si cette idée est juste, ce que je ne sais pas du tout, genre j'ai que des hypothèses et d'affection pour cette hypothèse, mais si c'est juste, ben, potentiellement, il faut que la conscience universelle vienne s'incarner dans un corps ou dans un cerveau ou soit se dépose quelque part, tu vois? Et est-ce que l'IA remplit les conditions pour ça? Et est-ce qu'elle les remplira un jour? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mais pour moi, la conscience, et je distingue la conscience de l'intelligence. Je distingue la conscience de la capacité à résoudre des problèmes, tu vois? La conscience, c'est-à-dire l'expérience d'être conscient, je pense pas que l'IA, la fasse, si c'est de ça dont on parle. Maintenant, est-ce que l'IA peut, donner toutes les apparences de la conscience, de l'intelligence, de plein de choses? Oui, il y a des des ordinateurs qui sont meilleurs aux échecs que les meilleurs joueurs d'échecs de la planète réunis en équipe, tu vois? Heu, il y avait Magnus Carlsen l'autre fois qui disait: «Est-ce que tu peux battre un modèle, enfin un ordinateur aujourd'hui?» Il fait: «Bah non, c'est mort, tu vois? C'est mort». Mais qu'est-ce qui fait que Magnus Carlsen, est Magnus Carlsen, tu vois? C'est que, bah, il a son style à lui, c'est qu'il arrive à la bourre exprès pour foutre la pression et ça fait rire tout le monde. C'est que c'est un bon mec qui est sympathique et qui va prendre du temps pour discuter avec des gens, de sa passion et machin et on voit qu'il aime les échecs, tu vois? Et puis quand on le voit jouer, on essaie non pas de rivaliser avec la perfection d'un ordinateur, mais on essaie de se représenter en train de jouer à ce niveau-là et ça nous fait fantasmer et on aime ça, tu vois? On est on est dans de l'affect, on est dans un truc bien plus humain. Je crois que tu es sensible à la pensée bouddhiste. En tout cas, je t'avais vu en parler il y a quelques années. Et j'avais discuté une fois comme ça avec quelqu'un qui pratiquait le bouddhisme népalais, le Bön, Ouais. et qui me disait, mais dans le Dzogchen, enfin dans la recherche du Dzogchen de l'état naturel, la conscience est un phénomène acausal. Alors tu vois, Ouais. effectivement, si la conscience est un phénomène acausal, c'est mal barré. Un ordinateur quantique non plus ne va pas régler le problème, ne va Ouais, pas faire ouais, émerger une conscience. tout à fait et cette claire lumière dont on parle dans le bouddhisme tibétain, c'est l'acte d'être conscient, tu vois? C'est l'espèce de truc qui change jamais, peu importe ce à quoi tu penses, peu importe ton état émotionnel. C'est l'espèce d'état d'être conscient, qui est complètement neutre et complètement immuable et complètement tout ce que tu veux, tu vois? J'ai compris ça un jour, dans un pub en Irlande où j'étais en train de pisser et j'étais vraiment, vraiment profondément bourré, tu vois? Et je me suis rendu compte à ce moment-là, en regardant le mur de briques avec la pub de merde là, qu'il y avait une partie de moi qui était conscient d'être bourré et que cette partie-là n'était pas bourrée. Et j'ai bloqué 20 minutes là-dessus et il y a un mec à côté de moi qui me fait: «Ça va? Tu passes une bonne soirée?» Tu vois? Parce que j'étais là avec la teub à la main en train de regarder le mur depuis 20 minutes, tu vois? Et
Enfin bref, j'étais dans mon truc. Ouais, Mais tu vois? mais oui, mais je trouve ça absolument savoureux comme l'univers t'envoie des expériences des fois à des moments où tu n'avais pas du tout prévu. C'est pas quand tu fous un encens que tu as une espèce de Satori, quand Ah Rigpa, non. la lumière claire de voilà la claire lumière Rigpa, qui est ce qui reste après la conscience. C'est je trouve ça touchant de contacter un truc comme ça, justement. Alors, c'est marrant parce que des fois, il y a des gens qui l'utilisent en l'opérationnalisant de manière très très light et un peu diffuse, genre les techniques de ninja ou les techniques de mecs du KGB qui disent tu sais que tu sais qu'il y a une partie de toi qui est pas bourrée, mais en allant plus loin, je trouve toujours ça touchant de voir que l'univers t'envoie des expériences spirituelles et des illuminations absolument pas à l'endroit où tu avais prévu et certainement pas au moment où tu t'es mis sur ton tapis de méditation avec l'encens Mmh. et le truc ASMR. Je trouve ça, l'univers est facétieux, j'aime bien ça. Ouais et surtout, c'est pas quelque chose que tu peux provoquer. C'est un é comme la plupart des états de conscience d'ailleurs, ils émergent spontanément, au moment où ils émergent. Tu as besoin des conditions pour que ça puisse émerger, mais tu peux pas décider de t'endormir, par exemple, tu vois? Et tu peux te mettre dans les conditions et le sommeil arrive, mais tout comme la méditation, l'état de méditation, tu peux pas décider de méditer, tu peux te placer dans la posture et attendre que ça vienne ou pas et puis ça vient pas, ben, faut pas t'énerver, sinon ça viendra pas, tu vois? Mhm. Bref, Il voilà. y avait quelqu'un comme ça que je suivais à une époque, c'était une dame qui disait, mais euh, l'éveil spirituel, en fait, c'est comme si tu te mets à un carrefour. Tu peux aller au carrefour qui est connu pour créer beaucoup d'accidents. Voilà, le carrefour de la mort, on sait que ça arrive. Tu peux pas garantir que là, tu auras un accident de voiture si tu roules dedans, mais tu augmentes tes chances. Voilà, c'est. Mmh. Ben, ouais, c'est ça. Mais il y a quelque Ouais. chose de touchant avec ça, du coup, parce que ça pose plein de questions sur la conscience et je te remercie beaucoup pour cette conclusion qui avait quelque chose, enfin, qui justement amène le public à réfléchir autrement que sur simplement les aspects technologiques et l'organisation de puces électroniques pour Ouais mieux penser. et je pense qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui nous distingue d'une intelligence artificielle, tu vois? Vraiment. Et à quel endroit on peut continuer d'être, meilleur qu'elle et s'il y a un endroit où on peut être vraiment différent d'elle, c'est probablement là, tu vois? C'est mon ressenti du moment, mais après, bon, ça se trouve, j'ai tout faux, hein, je sais rien. Moi, je rajouterais même un truc, mais je sais pas ce que tu en penses, mais je me dis, mais et au fond, si l'IA était meilleure que nous en tout point, qu'est-ce que ça changerait au sens où en fait on n'aurait pas moins de valeur à l'échelle de l'univers. Enfin, tu vois, Ah c'est. ouais, ouais. Bah, on est déjà moins fort que les tractopelles, tu vois? On est déjà dépassé par la technologie à plein d'endroits, donc pourquoi on ne pourrait pas être plus, bête enfin, je suis moins bon aux échecs que tous les modèles contre qui je joue sur mon ordinateur. Je suis obligé de les régler, facile pour pouvoir prendre un peu de plaisir, tu vois? Donc voilà, c'est oui, on est des pauvres êtres humains illimités, avec nos travers et tout ce que tu veux et c'est un peu cette imperfection qui fait aussi notre charme et qui nous rend attachants, tu vois? Enfin, Mhm. j'espère parce que sinon tout le monde doit me détester, j'en sais rien. Non, mais ça me rappelle cette belle. Cette belle, enfin, cette belle parole de Brassens dans je sais plus quelle chanson, mais où il dit mais ce canard n'a qu'un bec et il n'y a pas une seule fois où il a voulu en avoir deux. Et Ouais. je trouve ça sympa de relativiser aussi l'obsession parce que bon, j'ai rien contre Laurent Alexandre, mais je le vois régulièrement balancer des trucs, tu sais, sur et il faudra rester compétitif parce que ceux qui auront 160, moins de 160 de QI ne serviront à rien et tout. Bon, Ouais, non, tu vois? Moi, les gens, qui m'ont été les plus utiles, dans ma vie, c'est pas forcément les plus, intellectuellement brillants. Ça a été des gens qui avaient un cœur énorme, ça a été des gens qui ont été là quand j'avais besoin. Ça a été des gens, avec qui j'ai pris plaisir à partager, et à être, juste là, tu vois? Enfin, il y a je sais pas, il y a un truc, je pense qu'il y a un truc que l'IA va nous obliger à remettre en question et je pense que là, tu mets le doigt sur un truc particulièrement vrai, c'est que et alors, tu vois? Et qu'est-ce que ça peut foutre si on n'est pas les plus forts de l'univers, quoi, à un moment donné, tu vois? Bref. il y a quelques très hauts QI qui risquent aussi de prendre dans la gueule la limite que eux ne prennent jamais au quotidien, alors que bah, leurs Mmh. congénères le prennent. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être un jour une IA qui finalement est. Bon, oui, t'as 162 QI et la plupart des gens ont 120 ou même 100. Waouh, t'as l'impression d'être un génie, mais en fait, pour une IA, t'es pas plus intelligent qu'un termite. Il y a tellement pas de différence entre un termite et toi que ça y est, c'est fini. Genre, tiens, voilà, Mmh. prends la limitation du réel. Bah, oui. Ouais et puis bon, enfin, je sais pas, ça dépend des objectifs de chacun, mais personnellement, d'être intelligent, ça m'a pas tellement aidé à être heureux. Ça a été plus un obstacle qu'autre chose, tu vois?
Oui, Donc, bon, le taux de suicide chez les surdoués est assez élevé par rapport à la population normale. Il est même beaucoup plus élevé quand on monte vers des QI aberrants à 150 et tout ça. Merci beaucoup, David. Je suis absolument touché. D'habitude, je finis les podcasts en me disant waouh, j'ai plein de questions, j'ai été ébloui ou j'ai des perspectives de business. Et là, je ressors de ce podcast avec une grande sérénité. Le lieu n'y est pas pour rien, évidemment, mais tu y es pour la grande majorité, comme à la coûte. écoute, je pense pas que j'y suis pour grand-chose. Je pense que je t'ai juste rappelé certaines choses que tu connaissais depuis très longtemps. Et, et étant donné que je suis une tête de con professionnelle, je me laisse pas mener ailleurs. Tu vois, c'est juste ça. Je suis juste mauvais pour suivre le courant. Bref. Comme, Merci à toi, c'était hyper cool comme discussion. Ça, moi aussi, je suis hyper apaisé. Ça m'a fait du bien de parler de ces sujets de cette manière-là. Tu vois, c'est assez inhabituel, donc trop cool. Et puis j'espère qu'on mangera une côte de bœuf, un de ces quatre encore. dès que je redescends dans ta région pour aller faire un peu de parachutisme, du coup, je serais ravi de Eh ben, tu sais m'arrêter. où j'habite. Allez, cool. Merci tout le monde, c'était le bar à prompt avec David Manise. Vous le connaîtrez très facilement si vous allez sur n'importe quel réseau social ou moteur de recherche. Merci beaucoup, David. Merci à toi.